Alors, je vais commencer tout doucement. D'abord, je veux vous présenter Louise qui va servir de co-animatrice, qui va donc m'aider à gérer les interventions parce que comme vous l'avez constaté, je ne peux pas faire ma présentation et voir les gens en même temps. C'est probablement mon inexpérience qui m'empêche de faire les deux. Donc, je vais commencer doucement la présentation et puis ben, je compte sur toi, Louise, pour si jamais il y a des gens qui font des signes de m'avertir. Ou si vous avez des questions aussi, là, je vais les lire et à un moment donné, je les dirai à André. Parfait. Alors, donc, comme je le disais précédemment, euh, ma présentation se trouve sur une page web et non pas sur des diapositives comme c'est le cas de la plupart des présentations que j'ai vues. Ça a l'inconvénient de peut-être d'être écrit un peu petit des fois, mais l'avantage de vous permettre de cliquer directement sur les liens si vous allez à cette page-là. Euh, Avant de commencer, j'aimerais me présenter brièvement. Je m'appelle donc André Boileau, je suis un professeur retraité. Et puis, qu'est-ce que je fais à ma retraite? Ben, je fais de l'informatique pédagogique. Donc, entre autres, j'ai créé P5 Visuel, dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant de commencer à vous parler, j'aimerais ça vous proposer de vous présenter un peu en répondant à un petit sondage que vous pouvez trouver sur WooClap à l'adresse que vous voyez maintenant. Donc, vous tapez www.wooclap.com P5 visuel en un mot. Et puis bientôt, je vais vous poser euh, la première question. Ça ne sera pas très long, il y en a deux au total. Alors, je vous laisse le temps de taper euh, l'adresse dans votre navigateur. Et puis, si je vois pas, j'entends pas d'objection, je vais commencer avec la première question. Pas d'objection. Alors, on y va. Alors, ma première question, c'est une question de base. J'imagine que tous ceux qui sont venus à l'atelier sont un peu convaincus que c'est intéressant de programmer dans un cours de maths, mais la question que je pose, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour apprendre les mathématiques et la programmation, pour explorer des notions mathématiques, pour explorer des notions algorithmiques, pour s'amuser, pour toutes ces raisons ou pour d'autres raisons? Alors, je vous rappelle que l'adresse apparaît ici pour ceux qui viendraient de se joindre à nous. Donc, vous allez à cet endroit-là dans votre navigateur web et ça va vous permettre de répondre à la première question. Alors, décidément, les gens semblent très enthousiastes face à la programmation en maintenant les cours de maths, du moins les gens qui sont présents à cet atelier. Toutes ces raisons-là, donc, sont invoquées pour dire que c'est intéressant de programmer dans un cours de maths. Alors, je laisse encore un peu de temps
pour ceux qui voudraient se joindre au sondage. Et ensuite, je vais passer à la deuxième question. Bon, c'est intéressant. Une personne qui trouve que la programmation dans un cours de maths, c'est intéressant pour explorer des notions algorithmiques, ce qui est vrai. Bon, s'il n'y a pas d'autres variations, une fois, deux fois, trois fois, on passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est pour m'aider, moi, à voir quel genre d'auditoire j'ai. Alors, quel environnement de programmation utilisez-vous? Scratch, P5 Visuel, un autre environnement, ou je n'utilise pas la programmation pour le moment? Les autres environnements, bon, il y en a un certain nombre que je connais, dont, par exemple, Bloxcad, dont j'ai assisté à un atelier ce matin, qui est un environnement intéressant aussi. Ah, intéressant, il y a à peu près la moitié des gens qui répondent qui utilisent Scratch et l'autre moitié qui n'utilisent pas de la programmation pour le moment, j'imagine, dans leur cours de maths. Et puis, bon, comme je m'y attendais, il n'y a personne qui a commencé à utiliser P5 Visuel. C'est un environnement qui est nouveau et peu connu. Alors, j'espère que ça va peut-être changer un petit peu à l'avenir. Alors, je vais revenir à mon atelier. En fait, je peux venir ici. Et j'aimerais peut-être mentionner que j'ai utilisé un titre un peu provocateur, hein? P5 Visuel, quand Scratch ne suffit plus, comme si P5 Visuel était uniformément meilleur que Scratch. Mais c'est pas ça du tout que je veux faire. D'ailleurs, si je connaissais mieux Scratch, je pourrais peut-être faire un atelier Scratch quand P5 Visuel ne suffit plus. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on conçoit un environnement de programmation, on a en tête certaines caractéristiques qui vont être rendues faciles par cet environnement de programmation. Et quand je pense à Scratch, je pense à des caractéristiques comme des animations, de raconter des histoires, de faire des petits jeux vidéo qui sont faciles dans cet environnement-là. Alors, j'ai fait un exemple pour vous montrer que, effectivement, Scratch est parfois intéressant. Alors, j'ai fait un petit exemple où je fais une animation pour montrer que ce genre de choses-là est très facile dans Scratch et l'est un peu moins dans P5 Visuel. Parce que Scratch utilise des lutins et ces lutins-là, on peut les cloner. Et chacune de ces étoiles-là est donc issue par clonage d'un lutin original. Alors, dans ce sens-là, Scratch a des forces par rapport à P5 Visuel. Mais le point de vue que je veux aborder, que je veux prendre dans cet atelier, c'est le point de vue d'un prof de maths. Alors, si je veux faire des mathématiques avec Scratch ou avec P5 Visuel, est-ce que il y a un avantage marqué dans un cas ou dans l'autre? Et je dois dire que quand on parle de Scratch, ben, il y a tout de suite des aspects graphiques qui sont intéressants, tout comme dans P5 Visuel. Mais il y a des aspects aussi symboliques qui entrent en jeu. Alors, j'ai choisi un exemple
la résolution d'équations quadratiques. Et j'ai essayé de trouver sur Scratch, parmi les meilleurs programmes qui parlaient de résolution d'équations quadratiques. Alors, j'ai trouvé un premier exemple que je trouve bien. Alors, je vais agrandir un petit peu la fenêtre d'exécution. Alors, on voit que on a l'équation quadratique qui apparaît ici. On a un espace où on peut visualiser les trois paramètres A, B, C et un autre espace où on va pouvoir visualiser les solutions. Alors, si j'exécute le programme, on va me demander ici la valeur de A. Alors, je vais prendre un exemple, disons A égale à 1, la valeur de B, disons, égale à 3, et la valeur de C, C égale à 2, disons, dans l'exemple. Et on voit que les valeurs de A, B et C ont été affichées, et puis les solutions aussi. Alors, c'est quand même un très bon programme. La seule chose que je veux mentionner, c'est que les notations mathématiques ne sont pas engendrées par le programme. En fait, si je reviens au programme, c'est que l'auteur du programme a inséré un arrière-plan qu'il a dû dessiner lui-même d'une façon ou d'une autre. Et c'est cet arrière-plan-là qui apparaît au fond de notre programme Scratch. Et donc, le programme, lui, n'a pas engendré de notation mathématique. Alors, j'ai essayé très fort de trouver un cas où Scratch lui-même, un programme Scratch, a engendré des notations mathématiques. J'en ai trouvé un. Et c'est un programme très intéressant. On va d'abord commencer à le faire s'exécuter en grand. Alors, on va prendre le même exemple. A égale à 1, B égale à 3 et C égale à 2. Et là, on voit que c'est assez intéressant que l'équation et la formule pour trouver la solution sont affichées. Bon, il y a une petite anicroche ici. Le 1 n'apparaît pas, mais c'est pas très grave. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est comment on a réussi à faire ça dans Scratch. Et puis, malheureusement, ça s'avère assez compliqué. C'est que dans le programme, l'auteur a essayé de définir une façon de dessiner tous les symboles qui apparaissent ici. Alors, par exemple, ici, on a une procédure pour définir le signe plus, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez un plus apparaître ici, ben, c'est qu'on a fait appel à cette fonction-là. Pour vous prouver ceci, ben, je vais utiliser le stylo pour changer la couleur de la plume. Alors, disons que avant la deuxième écriture, je vais mettre, disons, la couleur du stylo à vert. Et si j'exécute à nouveau le programme, ben vous allez voir. Bon, j'ai changé un petit peu l'exemple, mais vous allez voir que le plus est fait d'une drôle de façon. Donc, il y a une partie qui est dans la couleur originale, puis l'autre partie qui correspond au changement que j'ai fait est dessinée en bleu-vert, si vous voulez. Alors, à ma connaissance, c'est la seule façon d'introduire du symbolisme dans un programme Scratch. Ou bien on prend un arrière-plan dans lequel on a inséré, on a dessiné, si vous voulez,
notre symbolisme, ou bien il faut le dessiner par nous-mêmes. Par comparaison, on va regarder deux programmes P5 visuels, un que j'ai écrit dans le style de Scratch. Alors si je l'exécute, je vais peut-être agrandir l'écran de visualisation. Donc si je demande de trouver les solutions, ben, on me demande encore la valeur de A, disons 1, la valeur de B, 3, la valeur de C, 2. Et puis, les solutions sont décrites avec le symbolisme mathématique qui est requis. Puis, on va voir plus tard, dans un exemple plus simple, que c'est très simple de dire au programme comment faire ce symbolisme-là. Et j'ai pas pu m'empêcher aussi de vous montrer un autre exemple où cette fois-ci, ben, on explore un petit peu plus de la richesse de P5 visuel. C'est que dans le fond, P5 visuel, contrairement à Scratch qui nous montre un carré de 480 par 360 dans lequel on peut dessiner, écrire des choses, afficher des variables, ben, P5 visuel, lui, ce qu'il nous permet de faire, c'est des pages web. Alors, on peut donc composer une page web, insérer des images, insérer du symbolisme, insérer des endroits où on peut entrer des valeurs. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, je vais prendre toujours le même exemple avec A égale à 1, B égale à 3 et C égale à 2. Et je vais demander de trouver les solutions. Et non seulement mes solutions apparaissent ici, mais j'ai un graphique de la fonction ax2 plus bx plus c qui est en fait un cadre GeoGebra qui a été inséré dans la page web. Et donc, qui dit cadre GeoGebra dit possibilité de manipulation. Alors ici, par exemple, je peux, avec la roulette de ma souris, faire des zooms ou, en pressant sur le bouton, déplacer le graphique ou en faisant un clic gauche, avoir des informations sur les éléments qui composent le graphique. Et on peut se demander, mais est-ce que c'est compliqué de faire tout ça? Ben, en fait, le programme P5 visuel, si je regarde la partie qui est visée, le programme P5 visuel se contente de transmettre à GeoGebra 3 paramètres. Alors, la variable A de P5 visuel est transmise au paramètre A du cadre GeoGebra. Même chose pour la variable B à la variable B GeoGebra. Même chose pour C. C'est tout ce que ça prend pour commander à une figure GeoGebra à partir de P5 visuel. Alors, j'espère que cet exemple-là vous donne le goût un petit peu d'explorer P5 visuel, de voir que dans certains cas, il apporte vraiment un plus quand on veut parler de mathématiques. André, oui. Comme tu vois pas les commentaires, il y a Martin Roy qui a dit qu'il utilisait Scratch puis qui a débuté son appropriation de P5 visuel. Oui. Puis quand tu as dit qu'on pouvait intégrer dans un site web, Francis Gagnon a écrit « Wow! » Bon, c'est un petit peu ce que je voulais aussi en vous présentant ça, c'est que dans le fond, le but de P5 Visuel, c'est de créer des sites web interactifs et on peut le faire soit à partir de zéro ou soit
à partir d'un site web qui existe déjà, qu'on va compléter avec P5 Visuel. Alors, je vous ai préparé des exemples où je crois que P5 Visuel est avantageux si on le compare à Scratch. Et le premier exemple, c'est une démonstration qui illustre le symbolisme mathématique. Alors ici, j'ai fait un petit programme que je vais vous montrer tantôt qui nous permet donc d'afficher du symbolisme mathématique, de changer ses dimensions, de changer la couleur. Et c'est un programme, vous allez le voir, qui est très simple. Alors si je regarde donc le code source, alors vous voyez que dans le fond, ce programme-là est relativement simple et ce qui permet d'afficher les notations mathématiques, c'est ceci. Alors, c'est le code qu'il faut mettre dans P5 Visuel pour afficher la notation mathématique en question. Dans ce cas-ci, la solution d'équation quadratique. Vous allez me dire, ouais, mais c'est compliqué quand même, ça. Et vous aurez raison. Et c'est pour ça que on peut aller aussi dans le menu, demander d'accéder à un éditeur mathématique visuel. Alors, je vais agrandir un petit peu ceci. Et cet éditeur-là nous permet de décrire les formules qu'on veut représenter d'une façon plus intuitive. Alors, si je regarde, par exemple, je veux faire une fraction, alors je clique ici sur l'onglet des patrons de fractions et des racines, et je vois que j'ai ici ce patron-là que je veux utiliser, donc je clique là-dessus, et vous allez voir que j'ai le code qui apparaît ici, et vous allez avoir le rendu de la formule qui apparaît en bas. Alors, si par exemple, je veux compléter la formule, ben, je vois que j'ai deux parenthèses. Probablement qu'il y en a une qui va me servir à décrire le numérateur et l'autre qui va servir au dénominateur. D'accord. Maintenant, je peux continuer ma formule. Par exemple, si je veux mettre A plus racine de C. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais mettre un plus ici et je vais aller chercher mon code pour la racine carrée et je pourrais ajouter le C ici. Mais si je veux faire quelque chose de plus compliqué que C, ben, par exemple, je voudrais dire que c'est la racine cubique de C. Alors, je vais aller dans un autre pattern, un autre pochoir, si vous voulez, pour choisir ceci, racine carrée, et puis là, à ce moment-là, je vais pouvoir changer. Alors, le B, je veux le remplacer par un 3, et le A, je veux le remplacer par un C. Et vous voyez que j'obtiens mes formules de cette façon-là. Quand je suis satisfait, je peux copier ceci, donc aller sélectionner le code, aller demander de copier ceci. Là, je peux fermer ici et je vais aller remplacer mon ancien code par ce nouveau code-là et je vais aller le replacer à sa place dans mon programme. Et à partir de maintenant, ben, ma première formule, va être la formule que j'ai mise au point dans mon éditeur visuel.
Au début, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé beaucoup cet éditeur visuel. Puis à un moment donné, ben, on vient qu'à s'habituer et à se rendre compte que, bon, il y a des codes comme frac pour fraction, SQRT pour square root, hein, racine carrée, et root pour racine. Et on vient qu'à pouvoir, si on le désire, taper directement nos codes mathématiques. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut toujours avoir accès à l'éditeur visuel de notation mathématique si on le désire. Alors ça, c'est un premier exemple où je trouve que c'est un plus que P5 Visuel a par rapport à Scratch. Le deuxième a trait au tableau. Alors, si je regarde un exemple que j'ai déjà fait qui traite des remboursements d'hypothécaires, alors si je regarde ceci, ben, j'ai un tableau et à ma connaissance, ben, vous me corrigerez si je me trompe parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent mieux Scratch que moi, ce qui est fort possible. Mais à ma connaissance, la seule façon de réaliser un tableau comme ça dans Scratch, c'est d'utiliser plusieurs listes, en fait 6 listes, et de les afficher l'une à côté de l'autre. Mais le problème qu'on a, c'est que quand on fait défiler une liste, il faut faire le défilement correspondant pour les 5 autres listes. Donc, ce n'est pas vraiment un tableau, c'est 6 listes. Alors que dans P5 Visuel, ben, on va pouvoir faire le défilement de nos 6 listes à la fois. Comment on peut décrire ça? Ben, ça va être de la même façon que je le décrivais tantôt, c'est-à-dire on crée nos 6 listes et ces 6 listes-là, on les met dans une liste globale qu'on va afficher dans un tableau. Et ce tableau-là, en plus, on peut le paramétrer. Alors là, mon tableau avait 800 pixels de large, mais si je veux, je pourrais doubler, disons, sa largeur, de façon à obtenir un tableau plus large. À quoi ça sert un tableau plus large? Bien, peut-être à permettre d'écrire plus gros. Alors, j'ai ici une police de caractères de 14 points. Ben, je pourrais en mettre une, disons, de 36 points. Et à ce moment-là, ben, j'obtiendrais un tableau avec des caractères plus gros. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Ben, je pourrais vouloir, là ici j'ai une certaine hauteur qui me permet de faire défiler ma liste. Je pourrais choisir une hauteur plus grande ou plus petite. Alors disons pour que ça apparaisse dans ma fenêtre, choisir une hauteur plus petite. Alors l'hauteur était de 250 pixels, de 500 pixels, pardon. Je vais choisir 250 pixels et effectivement, mon tableau a été transformé et je peux quand même défiler jusqu'à la fin. Une dernière caractéristique de ce que cet exemple-là nous démontre, c'est que je peux désactiver la hauteur. Alors, ce que ça va faire, c'est que le tableau va apparaître sans barre de défilement et c'est seulement en défilant la fenêtre globale que je vais pouvoir voir tout mon tableau. Alors, vous voyez qu'on est quand même loin des 6 listes affichées côte à côte dans Scratch. J'ai fait un autre exemple qui illustre que ces tableaux-là, même si on peut les modifier encore plus. Alors, il n'y a pas juste les paramètres que je vous ai montrés ici. Je peux ajouter un format, mais avant, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, je vais désactiver ce bloc-là. C'est un peu comme mettre le bloc en commentaire pour permettre que l'exécution n'en tienne pas compte. Alors, j'ai un tableau à 2 colonnes, celui-là, mais
ça illustre le fait que on peut mettre non seulement du texte ou des nombres, mais même des notations mathématiques dans nos tableaux. Et vous voyez que c'est assez rapide, hein? C'est quand même les nombres de 2 à 1000 que j'ai factorisés et dont j'ai rendu les notations mathématiques et ça a été très rapide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je demande d'ajouter un format à ce tableau-là? Ben, en fait, j'ai demandé dans mon format que les nombres premiers devraient être écrits de façon différente. C'est-à-dire, je voudrais les écrire en blanc sur un fond rouge. Et c'est comme ça nous permet alors de voir un peu la distribution que nos nombres premiers suivent de 2 à 1000. Alors, on a donc une certaine polyvalence parce qu'on peut non seulement dimensionner nos tableaux, mais leur donner un format. Et ce format-là, je vais peut-être l'illustrer par un exemple qui le montre encore plus. C'est un exemple de jeu de Sudoku. Alors ça, c'est un tableau qui comporte donc 9 listes qui correspondent à ces 9 colonnes-là. Et ce tableau-là, je l'ai formaté de façon à ce que les sous-carrés apparaissent clairement dans la représentation. Je peux donc illustrer ceci aussi par un exemple où les nombres qui sont donnés sont écrits en noir. Et si je demande de trouver une solution, ben, le format va faire que les nombres qui ont été trouvés par le programme vont être écrits en rouge. Alors, vous voyez donc, vous avez une idée, disons, de la polyvalence du formatage de nos tableaux. Alors, ça aussi, c'est une chose qu'on ne trouve pas vraiment dans Scratch. Évidemment, si on veut être réaliste, un programme comme le remboursement hypothécaire et la factorisation, on peut imaginer que c'est accessible à des étudiants, disons, qui sont avancés au niveau secondaire, tandis que le Sudoku, ben, il faudra peut-être attendre un petit peu plus, ou des étudiants un peu plus exceptionnels. Si je continue à parler des caractéristiques où P5 Visuel est avantageux, à mon avis, par rapport à Scratch, ben, c'est l'appel à GeoGebra qui me semble être aussi une caractéristique très intéressante. Alors ici, j'ai fait un autre exemple pour illustrer autre chose. Alors, c'est un exemple où on étudie des familles de fonctions en changeant des paramètres. Alors, bon, par exemple, je peux changer les paramètres de la deuxième fonction qui est en rouge. Et je peux aussi restreindre le domaine de façon à faire visualiser certains phénomènes que je veux faire voir. Et vous remarquerez que j'ai le contrôle de ma figure GeoGebra dans deux environnements, dans deux univers différents. Quand je bouge ce point-là, je le bouge dans GeoGebra. Mais quand je bouge le curseur est bougé dans P5 Visuel. Et les valeurs sont transmises à la figure GeoGebra. De la même façon, je peux changer des valeurs ici dans P5 Visuel et quand je vais presser sur Retour, ça va être transmis, le changement, dans GeoGebra. Alors, pourquoi je vous donne ce deuxième exemple-là? Ben, dans le fond, c'est pour illustrer que j'ai procédé de façon très différente. Alors ici, la figure GeoGebra initiale, elle était vide. Il n'y avait pas de fonction, de première fonction de base, puis de fonction transformée. Il n'y avait pas de points sur les fonctions.
tout ça a été défini dans mon programme P5 visuel. Alors, et donc, vous voyez, initialement, la figure GeoGebra est vide et elle est définie dans P5 visuel et ça devient une figure GeoGebra en bonne et due forme. Alors ça aussi, c'est peut-être pas une caractéristique qui va être très utile pour des débutants, mais qui serait peut-être utile à des élèves avancés ou à des profs qui ont décidé d'aller un petit peu plus loin dans P5 visuel. Je vous ai dit que P5 visuel sert à faire des pages web interactives et je vous ai donné deux exemples pour illustrer ça. Un exemple ou simplement pour montrer les muscles de P5 visuel, c'est que P5 visuel, contrairement à Scratch, peut avoir plusieurs environnements graphiques, plusieurs zones graphiques. Alors, je vous ai dit que Scratch était limité à cette seule zone graphique de 480 par 360. Ici, ben, les zones graphiques, je peux les multiplier. Alors, j'en ai 5 ici, 4 que vous voyez au fond et une cinquième qui apparaît en superposition. Si je regarde, par exemple, cette cinquième-là, ben, je peux modifier la dimension, je peux modifier la taille des éléments qu'on y trouve, je peux modifier le nombre et je peux modifier aussi la transparence. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces zones graphiques-là a ses propres coordonnées, sa propre tortue, et donc a son univers de dessin que je peux utiliser. En plus, ben, je peux utiliser une fenêtre modale pour illustrer autre chose. Alors, dans ce cas-ci, ben, j'ai utilisé deux textes, dont un est un lien et un GIF animé parce que j'aime bien Escher, disons. Alors, avouons que c'est pas un programme qui est très utile, mais c'est un programme, en tout cas, qui montre les possibilités de P5 visuel. Un programme peut-être un peu plus utile, c'est un programme que j'ai fait pour le GRMS en 2016, où je parlais des applications du théorème de Pythagore. Parce que, bon, croyez-le ou non, ce théorème de Pythagore-là, c'est ce qu'il faut pour dire aux ordinateurs comment tracer des cercles. Et donc, j'ai une petite explication sous forme d'une page web. Et dans la page web, j'ai incrusté un programme P5 visuel qui me permet de rendre les choses un petit peu plus interactives. Alors, je peux expliquer les choses en disant, supposons que je veux modéliser un cercle, mais c'est sur un ordinateur, donc j'ai une grille de pixels. Et tout ce que je peux, ces pixels-là peuvent être petits ou peuvent être grands, mais tout ce que je peux faire, c'est allumer des pixels. Alors, donc je vais décider d'allumer certains pixels, mais comment je vais décider quel pixel allumer, ben, c'est en utilisant le théorème de Pythagore. Alors, pour calculer la longueur de ce côté-là, ben, je dois utiliser le théorème de Pythagore avec les deux côtés bleus dont la longueur est connue. Et pour vous montrer que je ne mens pas, ben, si je regarde maintenant le programme, ben, j'ai un programme que j'exécute et qui nous montre ce que je vous montrais tantôt dans le cadre de la page web. Alors, on a vu que les
figures GeoGebra peuvent former un cadre dans une page web, ben, les programmes P5 visuels aussi peuvent former un cadre dans une page web. Vous imaginez tout le potentiel de ceci. Et puis, j'ai pas pu m'empêcher. André, Oui, bon, pardon, il y a une question. Peut-on intégrer une telle activité dans une autre page web? oui. On peut, les cadres peuvent s'intégrer, on peut intégrer plusieurs cadres dans une même page web et on peut même intégrer des cadres dans des cadres. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je ne sais pas si je... Alors, c'est ça. Donc, on peut intégrer plusieurs cadres en superposition ou en juxtaposition dans une page web. Ces cadres-là, ça peut être des cadres GeoGebra, des cadres P5 visuels, des cadres d'une autre nature aussi, euh, qui, euh, qui vont composer notre page web, qui peut être d'une richesse époustouflante. Et évidemment, plus vous voulez faire des choses complexes, plus le niveau d'expertise va devoir être grand. Okay? C'est un peu normal tout ça. Mais ce qu'il faut pas, ce que je tiens à souligner dans le fond, c'est que P5 Visuel permet de faire des choses simples, simplement. Et si vous voulez aller dans des choses un petit peu plus complexes, ben vous pouvez soit utiliser des choses que quelqu'un d'autre a fait, ou soit vous relever les manches, puis apprendre à le faire vous-même. Et je dois vous dire que c'est une chose qui est intéressante parce que à ce moment-là, ben, vous avez un sentiment de pouvoir faire beaucoup de choses que vous pourriez peut-être pas faire sans P5 visuel. Et je veux terminer mon dernier exemple où je trouve que P5 visuel est avantageux par cet exemple de vidéo interactive que vous allez pouvoir retrouver sur le site de P5 Visuel. Alors, P5 Visuel permet de contrôler des vidéos. Alors, par exemple, là, j'ai une vidéo dont vous avez une image ici et vous pouvez donc, à l'aide de P5 Visuel, choisir à quel chapitre aller. Et là, le vidéo se place automatiquement au bon endroit et vous pouvez le débuter. C'est-à-dire faire jouer le vidéo. Alors, je vais le faire pendant une courte période de temps pour que vous puissiez voir. Les pieds des hauteurs sont notés D, E, F, et rien que pour la rime, on a déjà noté les pieds des médianes par A', B', C'. Bon, j'arrête la vidéo. Et ce menu-là nous permet non seulement d'aller aux divers chapitres de notre vidéo, mais d'aller à une figure GeoGebra. Alors à ce moment-là, la vidéo est cachée et la figure GeoGebra est montrée. Et vous pouvez donc utiliser cette figure GeoGebra pour circuler dans la figure, la modifier, etc. Alors tout ça grâce à un programme P5 visuel. Bon, j'espère vous avoir convaincu que, en tout cas, P5 visuel a certains avantages quand il s'agit de faire des mathématiques avec de la programmation. Maintenant, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est très complexe faire tout ça? Ben, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui sont complexes à faire, mais il y a des choses qui sont simples à faire. Alors, je vous donne un exemple. Supposons que vous voulez calculer le volume d'une sphère. Ben, vous pouvez faire un programme. Je vais commencer par ces programmes-ci. Ces programmes-ci illustrent le fait que P5 Visuel, au départ, quand on le
mais je vais peut-être le faire ici. Au départ, quand on a un programme vide et qu'on l'exécute, ben, ça nous donne, surprise, une page web vide. Mais on peut changer ceci. On peut partir d'une page vide, l'exécuter et obtenir une page web qui n'est pas vide. Parce qu'on a spécifié qu'on veut que la page web d'exécution soit cette page-là plutôt que la page vide. Évidemment, c'est une page vide qui doit être complétée par un programme. Alors ici, j'aurais beau rentrer des valeurs pour le rayon, par exemple, si je demande de calculer le volume en cliquant sur le bouton, ben, il n'y aura aucun calcul qui va être fait parce que mon programme est vide. Par contre, je peux compléter ce programme-là. Et puis, je vais vous montrer tout de suite le résultat. Je reviendrai sur le programme. Et puis là, à ce moment-là, j'aurai que si j'entre un rayon et que je clique sur la flèche pour calculer le volume, ben, le volume sera calculé. Et si réciproquement, j'entre un volume et je demande de calculer le rayon correspondant, ben, le rayon va être calculé. Alors, le programme comme tel n'est pas tellement compliqué, mais quand même, pour quelqu'un qui commence P5 Visuel, il pourrait sembler assez compliqué parce que dans le fond, si je regarde juste, disons, cet élément-là, ça dit l'élément dont l'ID est calcul V. OK? Parce que, voyez-vous, on part avec une page web qui n'est pas vide, mais on veut pouvoir référer aux éléments de cette page web-là. Alors, ces éléments-là, lors de la création de la page web, on leur a assigné un identificateur ou ID qui, dans ce cas-ci, sera calcul V. Et puis, on va se servir de ça dans P5 Visuel parce qu'on a un bloc, l'élément dont l'ID, c'est calcul V. Et qu'est-ce qu'on va demander dans ce cas-ci? On va nous dire que s'il y a un clic sur cet élément-là, ben, on va faire calcul du volume. Alors, vous voyez que c'est pas que c'est très compliqué, mais pour quelqu'un qui commence avec P5 Visuel, c'est peut-être une complication qui est peut-être pas nécessaire, disons. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, c'est de faire la chose suivante, c'est de fournir aux débutants un programme modifié. Alors, ce programme-là, on peut décider, par exemple, en faisant un clic droit ici, de réduire les blocs dont on ne veut pas qu'ils introduisent une complexité inutile. Celui-là aussi, même si ça correspond à un bloc vide, pour illustrer, dans le fond, ce qu'on veut faire avec le débutant, c'est-à-dire de demander de mettre dans une variable une formule et de mettre dans une autre variable une autre formule. Et ces formules-là sont composées un petit peu comme dans Scratch. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, c'est se débarrasser des formules et mettre des commentaires pour indiquer qu'est-ce qu'on doit faire ici. Alors, ça pourrait ressembler à ce que j'ai appelé la version pour élèves. Alors, vous voyez que donc les 4 fonctions que je veux cacher sont bien cachées. Et j'ai remplacé ici, j'ai remplacé les formules par des commentaires qui disent ce qu'il faut faire. Et de cette façon-là, donc,
on peut imaginer que l'entrée dans P5 visuel se fasse avec quand même un environnement qui est riche, mais qui n'est pas très compliqué. Alors, vous voyez que ceci peut se faire de la façon suivante. Hein? Je mets un lien dans une page web ou je peux l'écrire dans une diapositive aussi. Et ce lien-là me mène à l'endroit qui devrait être complété par le débutant. Alors, on a vu un exemple où l'élève devait apprendre à se servir de formules. Alors ici, on pourrait voir un autre exemple où l'élève devrait apprendre à se servir de tests. Alors, de tester si le triangle ici est rectangle. Alors, encore une fois, on peut imaginer cacher certaines parties de façon à se concentrer uniquement sur ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est de faire le test. Si A carré plus B carré égale à C carré, ben, on va écrire le triangle et rectangle en bleu. Et sinon, on va écrire le triangle et rectangle en rouge. Alors, si je prends donc mes 3, 4, 5, l'exemple. Alors ici, on obtient en bleu le triangle et rectangle, mais si je choisis une autre valeur, ben, ça dit que le triangle n'est pas rectangle. Par contre, c'est un test seulement pour être rectangle en C. Si par exemple j'utilisais 5, 4, 3, 3, ben ça dit que le triangle n'est pas rectangle en C. Alors, ça illustre le fait que souvent un programme peut être complété. Donc, on peut donner un exercice et cet exercice-là pourrait être enrichi, si vous voulez. Alors, par exemple, comment on pourrait enrichir ceci? Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus que de tester si le triangle est rectangle en C? Bon, devant l'abondance de réponses, je vais en suggérer deux. On pourrait tester aussi si les rectangles dans d'autres sommets que C. Mais on pourrait aussi tester, et c'est ce que je fais ici dans cet autre exemple, on pourrait aussi tester si c'est bien un triangle. Hein. Si je mets 3, 4 et 66, ben, ça ne définit pas un triangle. Parce que 66, c'est trop long. Il faudrait que la somme des deux autres longueurs dépasse 66 pour que ça puisse être un triangle. Donc, on peut complexifier notre programme pour permettre de faire tous ces cas-là. Par exemple, je reviens à mon exemple 5, 4, 3. Bien là, ça me dit que mon triangle est rectangle, mais en A. Alors, ça illustre l'intérêt de la programmation, c'est-à-dire que souvent, c'est même pas nous qui avons à demander à des élèves d'aller plus loin, c'est les élèves qui vont aller plus loin. Ici, j'ai un exemple
où on teste les boucles. Alors là aussi, il y a un programme très simple. On peut, pour tester si on veut faire, on veut faire la somme à chaque fois qu'on tape, qu'on continue de taper un nombre, sa somme se met à jour ici. Et on pourrait demander simplement à l'élève de compléter ceci. Et il y a plusieurs façons de calculer la somme des chiffres d'un entier naturel. Et ça donne une discussion mathématique intéressante aussi. Je vais terminer par cet exemple-là pour ce qui est des exemples, parce que ça illustre qu'on peut demander des choses intéressantes, non triviales à des élèves, mais des fois, il faut donner des aides. Alors, ici, on a l'exemple d'un programme qui va nous permettre de tracer des polygones réguliers en variant le nombre des côtés et en variant le rayon. Mais plus que ça, ce programme-là, si j'ajoute une petite instruction à la fin, va mettre du mouvement dans tout ça. Alors, vous vous doutez qu'il va falloir aider les élèves à faire ça. Et une première façon de les aider, c'est la suivante, c'est de leur donner un certain nombre de choses. Alors, par exemple, si on veut tracer un polygone régulier avec une tortue qui part du centre du polygone, il va falloir que la tortue se rende aux côtés. Donc, il va falloir connaître la hauteur du polygone et il va falloir connaître la longueur du côté de notre polygone. Et ceci, bon, ça se calcule avec la trigonométrie. Alors, si nos élèves ne sont pas assez avancés pour appliquer la trigonométrie dans ce contexte-là, on peut tout simplement leur donner des fonctions qui sont cachées. Alors, par exemple, ici, ça va être 2 fois R fois le sinus de 180 sur N, où N, c'est le nombre de côtés. Alors, si on juge que c'est trop compliqué pour nos élèves, on peut leur faire cette fonction-là qui va leur donner la réponse. Par contre, un élève curieux peut aller voir et se rendre compte que, bon, ça fait appel à des choses qu'il ne connaît peut-être pas, comme sinus, et ça servira peut-être de motivation subséquente. Une autre chose aussi qui est intéressante, c'est que nous-mêmes, on peut écrire un programme pour aider nos élèves à programmer. Alors, si je regarde par exemple ceci, alors, ici j'ai utilisé ce que j'appelle la tortue pas à pas. C'est une tortue dont je peux contrôler la vitesse. Alors, par exemple, si je veux tracer un polygone, disons, à 7 côtés, alors, je peux procéder étape par étape pour indiquer. Alors, si je clique sur une étape, ça dit je dois reculer, justement, de la hauteur dont je parlais tantôt. Ensuite, je dois tourner à droite et reculer de la moitié de mon côté pour ensuite avancer du côté. Et vous remarquez qu'avant, je ne laissais pas de traces.
là je laisse une trace. Tourner à droite d'un certain angle et répéter ça à nouveau. Avancer de la longueur du côté, tourner à droite d'un certain angle, etc. Et je peux, si j'ai compris, ben, faire se dérouler ça automatiquement de façon à obtenir le résultat final. Alors, de la même façon, si je veux recommencer avec un autre exemple. Alors, parfois, la tortue pas à pas va être une façon euh, de donner des indications sur un algorithme possible. Ça ne veut pas dire que c'est le seul. Et le secret dans cet algorithme-là, c'est que la tortue part du centre au départ et à la fin, même si le polygone est tracé, on la ramène au centre. Et c'est ça qui va nous permettre de faire des rotations de notre figure de façon simple, parce que la tortue va toujours partir du centre. Une autre façon de donner des aides à nos élèves, c'est de montrer de donner des indices sur comment calculer les angles. Alors d'abord, de réaliser que quand on fait tourner une tortue, ben, c'est les angles extérieurs qui sont mis à contribution. Et puis ces angles extérieurs-là, puisque notre polygone est un polygone régulier, ben, c'est des angles qui sont tous égaux entre eux. Et si je les déplace, je vais obtenir un phénomène intéressant, c'est que la somme de tous ces angles-là va équivaloir à un tour. Et ça fonctionne quel que soit le nombre de côtés. Alors, vous voyez que on peut aussi faire des programmes, non pas pour aider, pour proposer à nos élèves, mais puis simplement pour les aider à ce qu'eux-mêmes ils programment. Le temps file, alors je vais peut-être sauter ces exemples-là. Simplement, ouais, je les saute tout simplement. Simplement, je veux dire que dans le cas du volume de la sphère, un professeur qui est débutant lui aussi, pourrait décider de ne pas faire appel à une page web prédéfinie, mais simplement de composer lui-même le programme. Alors, le programme est un petit peu plus long, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est que c'est le programme lui-même qui doit dire, ben, je veux mettre le titre sphère, deux points, relation volume, rayon volume, rayon de la sphère, volume de la sphère, etc. Il doit indiquer qu'on doit écrire tout ça, alors que avant c'était fait par notre page web prédéfinie. L'autre chose, et puis bon, comment ça fonctionne? Ben, on tape un rayon et on va obtenir le volume. On tape un volume et en faisant return, on va obtenir un rayon. Mais sinon, si ce n'est pas de ces étapes-là, c'est exactement le programme qu'on avait tantôt, exactement les mêmes choses ici. Par contre, certains d'entre vous vont peut-être trouver ça un peu drabe, surtout si vous avez vu l'exemple précédent. Alors, on peut améliorer les choses. On peut, par exemple, décider d'ajouter un peu de couleur à tout ça. Voyons. Voilà.
Alors simplement, c'est une instruction qu'on ajoute pour changer la couleur du fond. Alors c'est peut-être pas extraordinaire, mais... Et vous remarquerez qu'on a dû aussi changer la couleur de l'écriture ici. On l'a écrit en bleu pour que ça paraisse mieux sur le fond qui est bleu. Mais c'est pas peut-être une chose très jolie. Simplement, je vous l'ai indiqué parce que c'est simplement cette instruction-là qu'on ajoute à notre programme. Mais on peut faire mieux. On peut demander, par exemple, d'ajouter une image. Alors déjà, ça égaye un petit peu plus. Alors, ça fonctionne de la même façon. Alors ici, j'ai changé la couleur des réponses pour pas que ça se perde dans le blanc de l'image. Et ces images-là, ben, on peut les obtenir facilement. Il y a plusieurs sites d'images, dont celui-là. C'est des images qui sont libres de droit, même pour usage commercial. On n'a pas besoin de faire d'attribution. Et à ce moment-là, on pourrait simplement demander de, par exemple, qu'on cherche des images de sphères. Et puis, bon, par exemple, on prendrait cette image-là. Et là, on peut, par un clic droit, demander de copier l'adresse de l'image. Et si on revient à notre programme, ben, on n'a qu'à taper URL pour l'adresse de parenthèse, parenthèse ouvrante. Je copie l'adresse de l'image, je ferme ma parenthèse. Et à partir de ce moment-là, ben, bon, l'image est un petit peu grande, donc je la vois pas très bien. Il faudrait la modifier un petit peu pour couper peut-être la partie basse, la partie haute ici qui est du blanc simplement. Alors, donc ceci c'est pour vous montrer qu'on n'a pas besoin, dans le fond, d'être un spécialiste, de faire des pages web pour présenter nos projets aux élèves. Tout ce on peut le faire directement à partir de P5 Visuel et on peut rendre ça attrayant. J'espère que je vous ai un petit peu convaincu que P5 Visuel était une alternative qui est peut-être intéressante. Mais la question qui se pose, c'est comment se lancer avec P5 Visuel? Alors, c'est pour ça que je vous ai mis ici des ressources. Alors, la première ressource, c'est les tutoriels vidéo. Alors, vous avez un site de documentation de P5 Visuel et dans ce site-là, vous avez des tutoriels vidéo. Ces tutoriels-là, il y en a 10 pour les débutants. Pour y accéder, vous pouvez cliquer ici et commencer à faire fonctionner le vidéo. Et vous avez ici aussi par exemple, ici dans cette vidéo-là, je fais un programme un tout premier programme et vous pouvez avoir accès à ce tout premier programme par le lien qui est sous la vidéo. Alors, je clique ici, par exemple, et vous voyez que le programme est relativement simple et il fait quelque chose, évidemment, de relativement simple, mais quand même intéressant pour un premier programme. Il nous fait écrire un titre, il nous fait placer une zone graphique, et quand on presse sur la souris en survolant la zone graphique, ben,
on trace des cercles de couleurs et de rayons différents. Alors, c'est réalisé par ce premier programme-là. Alors, de cette façon-là, vous êtes amené à cheminer à travers 10 vidéos et un certain nombre de programmes. Alors ici, vous avez plus de programmes parce qu'il y en a plus qui sont décrits dans la vidéo, mais le programme de base, vous voyez que c'est un programme qui est relativement simple et qui fait quand même quelque chose de joli. Alors ça, c'est donc la première ressource. Outre les programmes pour débutants, vous allez peut-être vouloir regarder les vidéos qui portent sur des caractéristiques spéciales de P5 visuel, dont l'ajout de notation mathématique, la création de tableaux de valeurs et l'utilisation de figures GeoGebra. Alors, j'imagine que pour un prof de maths, c'est des vidéos qui vont valoir leur pesant d'or. Alors, c'est la même chose ici. Donc, on clique là-dessus pour révéler la vidéo et les divers programmes, les diverses ressources sont accessibles en bas de la vidéo. On a aussi accès à une documentation en ligne. Alors, je ne sais pas dans Scratch jusqu'où ça va, mais dans P5 Visuel, quand vous avez un bloc, alors je vais prendre par exemple le bloc couleur rouge 255, 255, 255, 255, qu'est-ce qu'on peut vouloir faire avec ça? Comment faire nos couleurs? Alors, en survolant le bloc, vous avez une aide ponctuelle, retourne une couleur définie par son format RVB, pour rouge, vert, bleu, qui n'est peut-être pas utile, mais si vous cliquez avec le bouton droit de la souris, vous allez pouvoir, dans le menu qui apparaît, aller chercher aide. Et dans l'aide, vous avez une aide sur le bloc en question. Alors, les paramètres, une description des paramètres, le fonctionnement et des remarques. Entre autres, une remarque qui nous mène à un article Wikipédia qui nous décrit le mécanisme des couleurs rouge, vert, bleu. Et aussi un laboratoire. Et ce laboratoire-là va nous permettre de trouver nos couleurs de plusieurs façons. Alors ici, on a une première façon où en remplissant les valeurs, ici par exemple, si je mets 0 pour le rouge, 128 pour le vert et 0 pour le bleu, je peux montrer la couleur que ça donne et ça donne un vert un peu foncé. Alors ça, c'est la première façon de faire. L'autre façon de faire, c'est, si vous êtes bon en hexadécimal, c'est de rentrer vos valeurs en hexadécimal, mais c'est peut-être pas intéressant. Ou si vous pouvez varier vos valeurs en cliquant sur des boutons. Alors ici, c'était 128. Si j'augmente, vous voyez que la couleur devient plus claire. OK? Une autre façon, c'est d'avoir accès aux noms des couleurs, les noms qui sont disponibles sur le web. Alors, par exemple, malheureusement, c'est des noms en anglais, mais vous avez, par exemple, chocolate, chocolat, et puis, bon, ça vous donne le code que vous devez rentrer pour obtenir la couleur chocolat. Et aussi, vous pouvez sélectionner dans une palette de couleurs une couleur parmi celles que vous aimeriez et ça vous donne toujours le code décimal de la couleur choisie. Alors tout ça, à partir de l'aide de ce
bouton-là. Et à partir de l'aide du bouton, ben, vous pouvez accéder à l'aide globale pour tous les blocs de chacune des catégories. Par exemple, créer une zone graphique. Donc, ça décrit le fonctionnement de ce bloc-là. Et vous avez aussi une description des caractéristiques plus générales de P5 visuel, comme les menus, sauver, ramener un programme, etc. Alors, d'une certaine façon, ben, l'aide est disponible par un simple clic droit. La tortue pas à pas, j'en ai déjà montré un exemple, je ne résiste pas à la tentation de montrer un autre exemple où parfois on a des algorithmes qui sont relativement compliqués et c'est intéressant de voir comment ces algorithmes-là se réalisent. Alors, c'est un algorithme qui est spécial parce qu'il est récursif, c'est-à-dire que dans une fonction, mais la fonction s'appelle elle-même. Et on peut se demander, mais comment ça fonctionne tout ça? Et le fait de faire exécuter pas à pas, ça vous permet parce que vous pouvez aussi, là ici j'ai tout ça est dans l'onglet d'une même fenêtre, mais vous pourriez mettre ça dans deux fenêtres différentes. Là, je ne peux pas le faire tout en gardant la transmission avec Google Meet, mais vous pourriez le faire de façon à avoir en parallèle le code et l'exécution et de voir donc à chaque étape comment les étapes se réalisent et dans quel ordre tout ceci se fait. Et vous pouvez varier donc la vitesse. Vous pouvez vous arrêter puis vous demander qu'est-ce qui va se passer après. Probablement que la tortue va avancer comme ça, va tourner, va aller comme ça, va tourner à nouveau et puis va aller jusqu'ici au centre. Alors, essayons de voir. Ah non, j'ai oublié un petit triangle ici. Et c'est après seulement qu'elle va faire ce que j'ai dit. Voilà. Alors, c'est un outil qui est très intéressant pour étudier le fonctionnement des algorithmes parce que, bien sûr, si on peut, il faut savoir interpréter notre programme nous-mêmes si on veut être capable de le composer d'une certaine façon. J'ai aussi, bon, je vais donner cet exemple-là. J'ai fait des exemples de programmes au secondaire. Par exemple, le calcul du nombre pi. Vous en avez pour les nombres, pour l'algèbre, la géométrie, pour euh, diverses choses comme le calcul hypothécaire, etc. Mais regardons ce calcul de pi. Parce que moi, quand j'étais jeune, ça m'a toujours intrigué. Comment on fait pour calculer la valeur de pi? Et puis, par la suite, à l'université, bon, j'ai appris plusieurs méthodes savantes pour calculer la valeur ou une valeur approchée à pi. Mais je me suis toujours dit, ça serait bien d'avoir une valeur, une façon de faire qui est accessible au secondaire. Et je pense que j'en ai trouvé une.
on s'entend que pi, c'est l'aire du cercle de rayon 1. Hein? R égale à pi r carré. Lorsque r est égal à 1, ben c'est pi. Puis on s'entend peut-être à ce que nos rectangles ici forment une approximation, pas très grande, mais quand même une approximation de l'aire du cercle. Alors ici, en fait, c'est 3,4. C'est même pas 3,1. Donc, on n'a même pas une décimale de bonne. Par contre, si on augmente notre nombre de rectangles, ben, l'approximation devient quand même meilleure. Par exemple, avec 10 rectangles, ben, j'ai 3,1 ici comme approximation. C'est mieux que ce qu'on avait tantôt. Et comment je peux expliquer, comment je calcule l'aire de mes rectangles? Ben, c'est encore une fois notre bon vieux Pythagore qui vient à notre rescousse. Parce que quand on veut calculer l'aire de chacun des rectangles jaunes, ben, il faut calculer l'aire de la base, qui est en fait le rayon divisé par le nombre de rectangles. Et puis, il faut calculer la hauteur. Et ça, la hauteur, disons la demi-hauteur, on peut l'avoir facilement par le théorème de Pythagore, parce que, encore une fois, on connaît la longueur de nos deux côtés ici bleus, et ça nous permet de calculer la longueur du rouge épais, la longueur du rouge total, et donc en appliquant ceci à tous les rectangles, ben, la longueur, l'aire de chacun de ces rectangles-là. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que, ben, voyez-vous, là, je ne peux pas illustrer avec beaucoup de rectangles, mais je peux calculer avec beaucoup de rectangles. Qu'est-ce qui se passerait si je mettais 100 rectangles? Ah ben déjà, j'ai 3,14,1. 1000 rectangles. 3,14,16. 10 000 rectangles. Et je peux continuer comme ça jusqu'à, ben, disons, je me suis arrêté jusqu'à 20 millions. Et à 20 millions, avec cette méthode qui est toute simple, ben, j'obtiens 3,14, 15, 9, 2, 65, 35. J'obtiens pi avec 10 décimales de précision. Et si vous êtes patient, ben, vous pouvez chercher à augmenter le nombre de rectangles au-delà de ces 20 millions-là. Alors, tout ça pour dire qu'on peut calculer, avec l'informatique, on peut calculer une valeur approchée de pi de façon, disons, compréhensible au niveau secondaire. Et je voudrais peut-être terminer, avant de vous laisser la parole, parce que vous ne l'avez pas prise tellement en cours d'atelier, je voulais vous laisser en vous disant que, ben, je suis le créateur de P5 Visuel et vous avez la chance d'arriver au début de la chose. C'est-à-dire que si vous avez des questions ben, ou des demandes, ben, vous pouvez m'écrire. Vous avez mon adresse ici pour m'envoyer un message. Vous pouvez m'écrire et puis je vais me faire un plaisir de vous répondre, soit pour répondre à votre question ou soit peut-être même pour faire quelque chose pour vous. Si vous aviez besoin, par exemple, d'une page web spécifique et que vous avez des difficultés, ben, je peux réaliser une partie de cette page-là. Alors, je donne un exemple ici, c'est que quelqu'un m'a dit, ben, c'est peut-être intéressant d'avoir cette interface-là avec des menus comme ça, mais j'aime pas tellement le fait que le code JavaScript
du programme qui est ici apparaissent. Alors, j'aimerais ça que changer les choses. Alors, je l'ai écouté et finalement, ben, on a deux interfaces possibles pour P5 Visuel. Celle que vous voyez, et puis en pressant sur la touche Escape, une autre interface qui est complètement différente, où vous avez des menus que vous pouvez utiliser et où le code JavaScript n'apparaît pas. En pressant à nouveau sur Escape, vous pouvez revenir à l'ancienne interface ou revenir à la nouvelle. Donc, c'est le genre de choses que vous pouvez me demander si jamais vous trouvez que ça améliorerait les choses en procédant autrement. Alors, je vais me taire, il ne reste pas grand temps, et bon, je vais vous demander si vous avez des questions. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez aussi les poser après coup. Mais moi, je vais juste vous dire un petit mot, si vous permettez, M. Boileau. D'abord, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour l'atelier. Là, je viens d'arrêter l'enregistrement, puis je vais déposer un petit lien pour les participants pour donner vos appréciations des ateliers. Mais je vous laisse quand même si vous voulez continuer à discuter. Alors, merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Oui, allez-y. Je peux peut-être commencer. Moi, j'avais commencé avec Scratch, c'est-tu l'an dernier ou l'autre année d'avant? En tout cas, puis c'est ça, j'étais pas trop satisfait de, justement, le truc visuel, là. Je me disais, c'est bon. Moi, c'est le premier, première constatation, je dis, c'est pour le primaire, ça, Scratch. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient des affaires vraiment plus avancées que le primaire, là. Là, je suis content de voir que il y a quelque chose qui, tu sais, avec un cadre mathématique, là, permet de faire plus d'affaires. Moi, mon projet que j'avais, puis que, bon, je me cassais la tête comment faire en Scratch. Moi, ce que je veux me faire, c'est un générateur d'équations en algèbre, puis, dans le fond, que l'élève, fasse pas à pas, ou, tu sais, que dans le fond, on lui donne un conseil, puis après ça, bon, l'autre étape arrive, puis, tu sais, j'aimerais ça que les choses bougent, là. Fait que je pense qu'avec la formation d'après-midi, j'ai de quoi à travailler là-dessus là, pour réaliser le projet que j'avais. Et fait que je vous remercie beaucoup. Et puis, si jamais vous rencontrez des difficultés, ben, faites appel à moi. Gênez-vous pas. Super. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. D'autres questions? Moi, c'est pas une question, mais un commentaire. Ben, d'abord, merci pour votre présentation. Moi, de mon côté, j'ai beaucoup exploré Scratch là, au cours des 2 dernières années. Il y a je suis convaincu là, du potentiel de la programmation pour aller développer les compétences mathématiques de nos élèves. Là, parfois, je vivais des irritants avec Scratch à différents niveaux, puis vous en avez nommé là, plusieurs là, au niveau justement des tableaux qui sont difficiles ou impossibles à générer, outre le fait de se faire plusieurs listes côte à côte dans Scratch. La fenêtre très, très limitée aussi de Scratch qui, à un moment donné, me limitait justement dans mes possibilités. Puis, évidemment, tout ce qui est édition d'équations mathématiques rapidement, Scratch, on essaie de trouver des solutions. Puis, P5 Visuel vient répondre à plusieurs de ces irritants-là. Moi, présentement, je suis à jongler avec les 2 environnements. Donc, quand Scratch fait mon bonheur, j'y vais. Puis P5 Visuel, présentement, je suis encore en appropriation.
moi, j'ai la chance, puis ça serait peut-être un conseil à lancer aux autres, là, pour ceux qui sont pas des experts en programmation comme moi. J'ai la chance d'avoir un collègue vraiment calé à programmation qui me supporte dans mon appropriation justement de P5 visuel. Puis justement, on vous avait envoyé un courriel là, dans la dernière année, puis on a eu un support très, très rapide et apprécié. Donc, voilà, c'était mes commentaires. Merci encore. Alors, ben merci de votre commentaire. Effectivement, moi, vous vous doutez sans doute que pour avoir fait P5 visuel, je suis quelqu'un d'un peu passionné et puis ça me fait plaisir de voir que ce que je fais peut être utile à d'autres. Donc, ne vous gênez pas, vous serez toujours bien accueillis. D'autres questions ou commentaires? Alors, je vais terminer comme on nous l'a demandé au GRMS, c'est-à-dire en vous rappelant qu'il y a une assemblée générale le 2 décembre, qu'on remercie beaucoup les exposants qui ont contribué à la fabrication de ce congrès et que je vous remercie pour votre participation.